Après l'optimisme de l'OCDE, de l'intelligence artificielle et des ordinateurs, je vais vous parler du pessimisme français, de manière à nous ramener un peu les pieds sur terre quelquefois. Alors je voudrais, n'étant pas capable de parler de l'avenir, je vais commencer par parler du passé. Et je voudrais rappeler que nos systèmes scolaires en Europe ont été construits dans la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle pour fabriquer des nations. Le rôle de l'école était d'abord de produire une conscience nationale, un récit historique national, d'installer une langue nationale. L'école était celle de la nation qui parlait français, qui parlait anglais, qui parlait allemand, dans des sociétés encore très fortement diversifiées. Donc les enseignants avaient une formidable légitimité parce qu'ils héritaient au fond de la légitimité nationale. La deuxième dimension de cette école, c'était d'être une école de la croyance dans le progrès, dans la raison, dans la science. D'ailleurs, c'était des écoles dans lesquelles on n'enseignait pas beaucoup de sciences, mais on enseignait beaucoup les beautés de la science. On croyait dans la beauté de la science plus que dans la pratique scientifique. Enfin, cette école n'était pas du tout une école de l'égalité des chances de tous les enfants. Il y avait une école pour la bourgeoisie, une école pour les travailleurs, une école pour les filles, une école pour les garçons. Et dans cette école, chacun devait rester à sa place, sauf les enfants particulièrement doués qui pouvaient s'élever dans la société. Donc c'était la nation, l'ordre social et le progrès. Et jusque dans les années 1960, nous avons vécu dans cette école. J'ai appris à lire dans cette école. Voilà. Dans cette école où les enseignants étaient mal payés, mais avaient une grande dignité sociale parce qu'ils incarnaient une école qui avait en plus hérité d'une forme religieuse. C'était des écoles laïques, mais qui fonctionnaient comme des églises. Les enseignants avaient la vocation, ils devaient incarner les principes supérieurs de la même manière que le prêtre incarnait la présence de Dieu, l'enseignant incarnait la présence de la culture, de la nation et de la raison. La force des enseignants par rapport à l'Église, c'est qu'ils ont pu se marier entre eux et faire des petits enseignants, alors que les autres sont restés plus rares. Voilà. Mais l'école était un sanctuaire, elle était en dehors du monde. Dans l'école, il n'y avait pas de société, pas d'économie, pas de sexe, il n'y avait pas de jeunesse. Et d'une certaine manière, excusez-moi, voilà. D'une certaine manière, dans cette école, il n'y avait pas d'enfants et il n'y avait pas d'adolescents. Il n'y avait que des élèves dans cette école-là. C'était une école protégée, sanctuaire, une école protégée du monde. À partir des années 60, 70, et partout, aux États-Unis, en Europe occidentale, au Canada, on a changé le système scolaire
on a ouvert l'école et on a allongé les études parce qu'on pensait que ça serait socialement juste que tous les enfants aillent à l'école longtemps, et on a pensé aussi que ce serait bon pour l'économie, que ça se ferait ce qu'on appelle du capital social, de développer la culture, l'intelligence, l'industrie dans une société, au fond, optimiste et qui voulait se moderniser. De la même manière, on a abandonné la vieille pédagogie autoritaire. On a tous été touchés par l'esprit de mai 68. D'une certaine façon, l'idée de la liberté, de l'autonomie, de l'égalité, et on a voulu une école qui soit plus juste, plus ouverte et plus démocratique. Évidemment, les gens de ma génération ont vécu le passage de la vieille école traditionnelle, nationale, républicaine, vers l'école démocratique de masse dans laquelle nous sommes entrés depuis 50 ans. Et c'est là que je vais être un tout petit peu pessimiste. Parce que 50 ans après, le premier constat que l'on fait partout, c'est que si l'école s'est ouverte, si le nombre de lycéens et d'étudiants a explosé, par exemple, en France, on est passé, entre 1960 et 2000, de 10% d'une classe d'âge qui allait au baccalauréat à 80% d'une classe d'âge qui va au baccalauréat. Donc ça s'est complètement ouvert. Mais la grande surprise, la grande déception, c'est que les inégalités sociales, scolaires, n'ont pas bougé. Elles sont restées à peu près les mêmes. Mais ce qui a changé, c'est la manière de produire les inégalités scolaires. Dans l'ancien monde, les inégalités scolaires étaient dans la multiplicité des écoles, l'école des ouvriers, l'école des bourgeois. Aujourd'hui, tout le monde va dans la même école. Et c'est le fonctionnement de l'école qui produit les inégalités. C'est une formidable déception, parce que, bien sûr, il y a plus d'enfants d'ouvriers à l'université, il y a plus de filles à l'université. Mais quand on regarde de près, les enfants d'ouvriers et les filles ne vont pas dans les mêmes universités, dans les mêmes formations, et à la sortie, ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est qu'on va accuser l'école d'être à l'origine des inégalités. Dans l'ancien monde, l'école est innocente. Les inégalités sont avant l'école. Dans le monde où nous sommes, c'est dans l'école que se font les inégalités. Et on va accuser l'école de produire des inégalités. Au fond, les inégalités qui étaient des inégalités de structure deviennent des inégalités de fonctionnement du système scolaire. C'est encore pire que ça. Parce que quand on regarde les stratégies des familles, les familles dans les pays comme la France, comme l'Angleterre, comme la Suède aujourd'hui, choisissent les inégalités scolaires. Nous préférons les inégalités scolaires. Idéologiquement, ici, nous sommes tous pour l'égalité. Tous. Mais dès qu'il s'agit de nos enfants, nous sommes tous pour l'inégalité. Et tout le monde est pour l'inégalité.
Je préfère la classe où l'on fait de l'allemand que la classe où l'on fait de l'anglais. Je préfère la classe où on fait des mathématiques que la classe où on fait de la technologie. Je préfère le lycée privé de Barcelone à l'école publique de Barcelone. Je préfère l'inégalité. Et c'est d'autant plus rationnel de préférer l'inégalité que plus le système scolaire s'est massifié, plus le système scolaire s'est ouvert, plus les diplômes jouent un rôle déterminant dans l'accès à l'emploi et aux revenus, et la valeur d'un diplôme, c'est sa rareté. Ce qui fait la valeur d'un diplôme, c'est qu'il est rare et difficile. Donc, toutes les classes moyennes supérieures, tous les enseignants, dès qu'il s'agit de leurs enfants, choisissent l'inégalité. Moi aussi. Mais comme tout le monde, je condamne les conséquences de l'inégalité. Mais j'ai choisi l'inégalité, et je l'ai choisi d'autant plus qu'avec le modèle de l'égalité des chances, nous pensons au fond que l'école va produire des inégalités justes. Le modèle de l'égalité des chances que l'on donne tout le temps, c'est l'idée que l'école produirait des inégalités justes, des inégalités incontestables. Donc l'école qui était là pour faire la nation, pour faire des soldats, pour faire des ouvriers, est devenue partout une forme de marché scolaire dans lequel tout le monde est en compétition pour avoir les diplômes les plus rares, et tout le monde a raison, ou de bonnes raisons, de le faire. Je signale d'ailleurs que dans les catégories moyennes supérieures, on ne fait plus tellement confiance à l'héritage culturel. Les parents se comportent comme des coachs sportifs à l'égard de la scolarité de leurs enfants. Voilà. Ça, c'est la première déception. Deuxième déception, ceux qui ont échoué à l'école ont le sentiment que c'est leur échec personnel et ils deviennent fous. Ils détestent l'école, ils détestent les enseignants, ils détestent la culture. Et la conséquence que nous voyons aujourd'hui, c'est que, alors que nous pensions que l'éducation scolaire allait fabriquer des citoyens de plus en plus vertueux, de plus en plus démocrates, de plus en plus tolérants, de plus en plus gentils, eh bien, on constate partout que deux choses assez contradictoires statistiquement. La première, c'est que plus un individu fait des études longtemps, plus il est comme nous, il est tolérant, il paye ses impôts, il est honnête, il n'est pas raciste, il est écologiste. Mais plus la société développe le système scolaire, eh bien, plus la société peut devenir brutale, raciste, méchante. Et aujourd'hui, les grands systèmes de démocratie scolaire, de massification scolaire, ont produit des citoyens honorables, démocrates, libéraux, mais ces sociétés ont produit Donald Trump, ces sociétés ont produit, après la grande période d'ouverture scolaire au Brésil, ont produit Bolsonaro. En France, elles produisent des gilets jaunes. Dans la Suède, en Grande-Bretagne, elles produisent le Brexit. En Suède, elles produisent des fascistes. Je ne parle pas de l'Italie parce que je suis bien élevé, mais l'idée de Victor Hugo
qui disait quand on ouvre une école, on ferme une prison. Eh bien non, on ouvre des écoles et on ouvre des prisons encore plus nombreuses que des écoles. Donc il y a une vraie crise du système scolaire, c'est qu'il n'a pas résolu le problème de l'égalité et il n'est pas évident qu'il est le grand vecteur de la démocratie. On en est convaincu, mais aujourd'hui, il est très difficile de dire plus il y a d'éducation scolaire, plus il y aura de démocratie, de tolérance, moins il y aura de nationalisme. Ça n'est pas vrai. Troisième changement, qui est tout à fait considérable, et on l'a vu tout à l'heure dans un tableau que vous avez présenté, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la grande culture scolaire, autrefois, pardonnez-moi, la grande culture scolaire avait au fond le monopole de la culture. Si on refait l'histoire de l'école, l'Église avait le monopole de la culture, l'école est arrivée, a chassé l'Église et l'école a eu le monopole de la culture. Aujourd'hui, le monopole de la culture, ça n'est pas l'école qui l'a, puisque l'on sait qu'un élève normal de 15 ans passe 2 fois plus de temps devant ses écrans que devant ses enseignants. Je ne dis pas que les écrans sont idiots, je ne dis pas que les écrans sont absurdes, je dis simplement qu'ils ont des capacités de séduction et de formation de la personnalité bien supérieures à celles de l'enseignant. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans bien des pays, les enseignants sont déprimés, démoralisés, parce qu'ils sont beaucoup moins intelligents que Google, beaucoup moins intelligents que Facebook, et on voit se développer partout, au fond, un rapport à la... Alors je ne dirais pas un rapport à la vérité, mais un rapport au mode de production de la vérité qui se transforme dangereusement. Je viens d'un pays où la moitié des gens, la moitié des Français, sont convaincus que les vaccins sont faits pour empoisonner les Français. Bon. Une enquête faite en France sur les lycéens montre que 30% d'entre eux pensent que les attentats islamiques ont été organisés par les services secrets juifs et américains. On peut vous dire que si vous pensez que la Terre est ronde, c'est une opinion, mais qu'après tout, on pourrait dire qu'elle est plate, et dès lors que vous pensez sincèrement que la Terre est plate, elle est plate. Et ça produit Bepegli. Je ne le connais pas, mais ça produit du Brexit, des gilets jaunes, et même un président américain qui dit « la planète ne se réchauffe pas ». Voilà. Et on continue à dire « mais l'éducation, c'est formidable ». Non, non. C'est formidable pour la partie de la société qui réussit à l'école, qui rentrera dans le nouveau monde, et les autres deviennent méchants, fous et un peu stupides. Et un peu stupides. Et pire que ça, ils détestent l'école. Tous les populismes, c'est la haine des élites, des enseignants, des intelligents, des intellectuels, des curés, des savants, parce que, au fond, on ne s'accorde plus sur les manières de dire qu'une chose est vraie ou qu'une chose est fausse. Ce qui fait que je crois tout à fait utile de réfléchir, évidemment, sur l'efficacité des méthodes pédagogiques, comment gagner 10 points dans PISA. Je crois très très utile de réfléchir sur
le rôle de l'organisation scolaire dans le développement des inégalités, puisque on sait par exemple que certaines sociétés ont des inégalités scolaires plus grandes que ne le supposeraient les inégalités sociales, et que d'autres, ça c'est la France, qui a des inégalités scolaires plus grandes que les inégalités sociales. D'autres, comme les Canadiens, ont des inégalités scolaires plus faibles que les inégalités sociales. Donc, il y a un énorme espace d'action. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est au fond une très vieille question qu'on avait oubliée, qu'on avait complètement oubliée, et je reproche un tout petit peu à l'expertise internationale de l'oublier. C'est la question qui, dans le langage du père fondateur de la sociologie française qui s'appelait Émile Durkheim, s'appelle la question de l'éducation morale. Au fond, l'école doit produire un type de sujet. Alors, le type de sujet, on le connaissait. C'était un citoyen patriote et rationnel. Voilà. Aujourd'hui, on a une grande difficulté à le définir puisque on ne sait pas dans quelle économie les élèves vont rentrer, puisque les nations ne sont plus du tout, non pas ce qu'elles étaient, mais ne sont plus du tout ce qu'on imaginait qu'elles étaient. Bon. Il n'y a que quelques petits pays qui croient qu'ils sont des pays blancs et catholiques. Les pays normaux ne sont plus blancs et plus catholiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce citoyen, il va pour quelle nation, pour quelle société, pour quelle économie, etc. Et je crois que là-dessus, il faudrait quand même que l'on réfléchisse aujourd'hui sur le type de qualité, de vertu, de compétences, pour parler un langage plus technocratique, que l'on aimerait que les élèves acquièrent. Mon sentiment, c'est que les leçons de morale, les leçons de civisme, les leçons d'écologie ne servent à rien. À rien. Les élèves savent que les garçons et les filles sont égaux. Ils le savent. Ça n'empêche pas les garçons et les filles soit de ne pas s'adresser la parole à l'école, soit de subir le machisme des uns et des autres. Tous les élèves savent que le racisme, c'est très mal. Ils le savent. Et alors? C'est-à-dire qu'il faut construire l'école comme un espace civique. Au fond, je crois que le premier chantier que nous devrions avoir, mais il existe évidemment, et tout le monde admire un peu la Finlande à cause de ça, c'est que l'école est un espace de droits et de devoirs entre une communauté d'adultes et une communauté d'enfants. Je crois fondamental de penser l'école comme, comme un espace d'expérience démocratique, un espace d'expérience où l'on apprend les vertus de la démocratie. Mais ça suppose évidemment d'avoir des établissements qui soient fabriqués de cette manière. Ça suppose que les enseignants changent un peu de rôle professionnel. Alors là-dessus, il faut reconnaître que les pays protestants ont un avantage par rapport aux pays catholiques parce que la communauté protestante est d'emblée une communauté plus démocratique que la paroisse catholique qui est devenue une paroisse républicaine, mais quand même très verticale dans les deux cas. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut bien arbitrer entre l'égalité des chances, c'est-à-dire la compétition équitable pour que les meilleurs gagnent, et l'égalité des résultats, c'est-à-dire l'objectif, à la manière de John Rawls, l'objectif qui fait que les élèves les plus faibles ont
reçu le plus possible. Au fond, ça n'est pas très difficile de faire la classe à des bons élèves de classe moyenne. Le problème, c'est les autres. La vraie difficulté que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas de regrouper des enfants intelligents dans des écoles intelligentes pour qu'ils apprennent à être intelligents. Le problème, c'est les autres. C'est les autres. Et les autres, ils nous le font payer. Ils nous le font payer quand ils votent, ils nous le font payer. Et ils n'ont pas fini de nous le faire payer. Ils n'ont pas fini de nous le faire payer. Donc je crois qu'il y a là un arbitrage politique, et si j'osais, je dirais, là il y a vraiment une lutte de classe. Parce qu'au fond, il faut choisir entre les classes moyennes qui préfèrent la compétition scolaire, où elles ont des chances de gagner, et les classes moins moyennes, qui savent qu'elles vont perdre dans cette compétition. Et là, il y a un arbitrage politique majeur. Mais notre intérêt de classe moyenne, c'est que les autres ne perdent pas trop, et que les autres ne deviennent pas fous, et que les autres ne mettent pas le feu aux écoles. Car après tout, on s'y habitue maintenant, que les écoles sont de temps en temps. Enfin, en France, les écoles brûlent de temps en temps. Aux États-Unis, les écoles brûlent de temps en temps. Et je crois qu'en Grande-Bretagne, elles brûlent un petit peu aussi de temps en temps. Alors en Italie, pas encore, mais ça va venir. Donc, faisons très attention à ça. Et puis la troisième chose, voilà. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est que la question, il y a l'égalité des chances, il y a l'égalité des résultats, qui est contradictoire avec l'égalité des chances, et puis je crois qu'il y a l'égalité des utilités. Il faut que l'école serve à quelque chose. En France, on vous dit toujours la culture a une valeur en soi. Bien sûr. Mais ceux qui disent ça sont comme moi professeurs d'université, c'est-à-dire qu'ils aiment la culture et en plus on leur donne de l'argent pour ça. Bon. Mais les autres, il faudra bien quand même que l'école débouche sur des compétences. Je crois qu'aujourd'hui il y a une chose dont il faut se défaire, c'est l'idée messianique que l'école peut changer le monde. Je pense que l'école n'est pas responsable du chômage. L'école n'est pas responsable de l'état des masses médias. L'école n'est pas responsable d'un grand nombre de choses. Et donc, il faut que l'école soit simplement une bonne école. Si l'école est une bonne école, ça serait déjà pas si mal. Mais on est dans une sorte, et je l'ai entendu pendant 2 jours au fond, dans l'idée que l'école peut changer le monde. Ça, c'est une idée du XIXe siècle. L'école doit être une bonne école et c'est déjà assez difficile comme ça pour ne pas en rajouter sur on va fabriquer des individus nouveaux, des citoyens nouveaux, etc. Je ne le crois pas. Un autre enjeu, alors je voulais dire que vous avez de la chance en Italie parce qu'il y a un homme que j'adore qui s'appelle Luigi Berlinguer et qui a écrit un livre sur l'avenir de l'école en Italie que je trouve le plus beau livre que j'ai lu depuis bien longtemps, parce qu'il a une véritable imagination pour changer l'école. Il ne croit plus à l'école du passé, mais il n'est pas fasciné par l'école de l'intelligence artificielle, il n'est pas fasciné par l'école des sciences cognitives, car je voudrais rappeler que les sciences cognitives nous apprennent beaucoup de choses sur le cerveau, mais assez peu de choses sur le transfert des connaissances scientifiques en techniques pédagogiques. Bon. On sait ce qui se passe dans les neurones, mais on ne sait toujours pas comment apprendre à lire aux élèves. Donc, revenons à des choses un peu modérées. Le dernier point, évidemment, c'est, et ça je parle comme un Français, c'est le caractère indispensable de la formation des enseignants. Dans la plupart de nos pays, la profession n'est pas valorisée. Les meilleurs étudiants, sauf ceux qui sont dans cette salle, ne deviennent pas enseignants.
sauf ici. On a des problèmes de recrutement. Je crois que si on formait les ingénieurs comme on forme les enseignants, on ne prendrait jamais l'avion. Si on formait les infirmières comme on forme les enseignants, on n'irait jamais à l'hôpital. Donc on a un véritable enjeu de formation, je crois, là-dessus, parce que j'ai le sentiment, en tout cas en France, qu'on est quelquefois au point de rupture quand on s'intéresse au recrutement et à la formation des enseignants. Le dernier point, évidemment, mais je n'ai pas de réponse, c'est que faire de la nation? C'est que faire de la nation comme définition de ce que nous avons en commun? Non, ça c'est pas moi. Peut-être. Quelle serait cette culture commune? Je crois qu'on est pris dans un paradoxe, c'est que les sociétés démocratiques sont des sociétés nationales. L'espace politique, il est national, mais les nations ne seront plus des communautés homogènes et il va falloir qu'on réinvente des récits nationaux, des histoires nationales dans lesquelles les autres aient une place. Mais après tout, je voudrais rappeler qu'il y a un siècle, dans les pays catholiques comme la France et l'Italie, surtout la France peut-être, on a réécrit l'histoire nationale pour que les Juifs y rentrent. On a réécrit l'histoire nationale pour que les protestants y rentrent. Aujourd'hui, on réécrit les histoires nationales pour que les femmes y rentrent, alors qu'il n'y avait pas de femmes dans les histoires. Et je crois qu'il faut qu'on réécrive sans cesse des récits qui soient au fond du patriotisme démocratique et pas du patriotisme communautaire, pas du patriotisme national. J'espère que les enseignants seront capables de résister au vent mauvais qui nous emporte actuellement et qui seront capables de défendre dans les pratiques de l'école des patriotismes constitutionnels, aurait dit Habermas, que vous lisiez tout à l'heure, des communautés ouvertes et que l'on sera peut-être capable, en étant peut-être moins ambitieux pour l'école, de prendre en charge ce qui est quand même un échec des 50 dernières années et qu'il faut regarder en face. Je vous remercie de m'avoir écouté.